L'odeur de l'ail et du basilic frais flottait dans l'air du Rtoriante bellicera, se mêlant aux parfums coûteux des clients qui pouvaient se permettre de dépenser plus pour un seul repas que ce que je gagnais en une semaine. Mes pieds me faisaient mal dans les chaussures noires pratiques que je portais depuis 3 ans. Les semelles étaient usées à force d'innombrables allers-retours entre la cuisine et la salle à manger. Après 6 heures de service, la brûlure familière s'était installée profondément dans mes mollets, me rappelant constamment ma place dans ce monde. J'ai ajusté mon uniforme noir tout simple, lissant le tablier blanc que Nana Rosa avait insisté pour que tous ses serveurs portent, même si elle était partie depuis 2 ans maintenant. Même si de nouveaux propriétaires avaient repris Bellicera et l'avaient transformé d'un restaurant familial en un endroit plus exclusif, plus dangereux. Nous portions toujours ces tabliers. C'était la seule trace d'elle qui subsistait. La table 7 a besoin d'être resservie en eau. Marco, le responsable de salle, m'a sifflé en passant devant moi dans l'étroit couloir, entre la cuisine et la salle à manger. Ses yeux, perpétuellement anxieux depuis que la famille Ferrante avait racheté le restaurant, se sont tournés vers la alcôve privée au fond de la salle. « Et ne les fais pas attendre », ai-je acquiescé silencieusement, comme j'avais appris à le faire. Dans ce monde, les serveurs devaient être invisibles. Nous apparaissions quand on avait besoin de nous. Disparaissions quand notre tâche était accomplie. C'était une compétence que j'avais perfectionnée au fil des ans. Cette capacité à me déplacer dans les espaces sans laisser d'empreinte, à servir sans être vu. Le pichet en cristal me semblait lourd dans mes mains, tandis que je traversais la salle à manger. Les mardis soirs étaient toujours très chargés au Bellissa. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Il y avait une tension dans l'air, une énergie crépitante qui me donnait la chair de poule. Les clients habituels étaient ça, de riches hommes d'affaires, des femmes de la haute société, de jeunes couples essayant de s'impressionner mutuellement. Mais il y avait plus d'hommes en costume sombre que d'habitude, plus de regards vigilants scrutant la salle. Mon cœur savait pourquoi, avant que mon esprit ne comprenne. Il était là. Tiago Ferrante occupait la alcôve privée comme un roi, pourrait s'asseoir sur un trône, sa présence imposante sans effort. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir son profil, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux noirs étaient ramenés en arrière, ses larges épaules qui remplissaient son costume anthracite avec une élégance qui respirait l'argent et le pouvoir. Il discutait avec 2 autres hommes, l'air sérieux, une main posée sur la table et l'autre tenant un verre de vin. Cela faisait maintenant 8 mois que je le servais. 8 mois à garder les yeux baissés, la voix professionnelle, les mains fermes même lorsqu'elles voulaient trembler. 8 mois à mémoriser la façon dont il prenait son espresso, noir, sans sucre, et comment il commandait toujours l'ossobo le jeudi. 8 mois à nourrir une attirance désespérée et impossible pour un homme qui ne m'avait jamais vraiment regardé, car les hommes comme Tiago Ferrante ne regardèrent pas les femmes comme moi. Nous existions dans des univers différents, qui se chevauchèrent parfois, lorsque je lui apportais son dîner ou que je remplissais son verre de vin. Il incarnait le pouvoir et le danger, enveloppé dans des tissus coûteux, héritier d'un empire bâti sur la peur et la loyauté. Et je n'étais que Tia, la garcinette discrète qui parlait trop peu et rêvait trop. Talia. Le murmure pressant de Marco me ramena à la réalité. « Qu'est-ce que tu fais là ? Bouge !» Je me forçais à avancer, m'approchant de la table 7 avec la grâce acquise grâce aux enseignements de Nonna Rosa. Le couple de personnes âgées me sourit chaleureusement tandis que je remplissais leur verre, me remerciant dans un anglais teinté d'un fort accent. C'étaient des touristes, supposai-je, attirés à Bellicera par sa réputation, inconscients de la véritable nature des hommes qui en étaient désormais propriétaires. Alors que je m'occupais de mes tables, je sentais le poids des souvenirs peser sur ma poitrine. Nonna Rosa m'avait trouvé quand j'avais 16 ans, alors que je m'étais enfui d'un foyer d'accueil, sans famille, sans avenir, sans espoir. Elle m'avait donné un travail comme plongeuse, m'avait appris l'italien, puis le sicilien, l'ancien dialecte de son village dans les montagnes. Elle m'avait nourri, habillé, aimé comme la petite fille qu'elle n'avait jamais eue. Elle disait souvent que le dialecte était la voix du cœur. Elle m'avait fait m'exercer pendant des heures, corrigeant ma prononciation, jusqu'à ce que je puisse parler l'ancien sicilien de son village d'enfance aussi couramment qu'elle. C'était son cadeau pour moi.
cette langue qui me reliait à un endroit que je n'avais jamais vu, à des racines que je n'avais jamais eues. À sa mort, elle ne m'a rien laissé. Le restaurant avait déjà été vendu pour payer ses dettes, vendu à la famille Ferrante, qui développait ses activités commerciales légitimes. Mais elle m'avait laissé quelque chose de plus précieux que l'argent. Une langue, un savoir-faire et un endroit où j'avais ma place, aussi ténue soit-elle. Talia, la table de M. Ferrante a besoin d'attention. Marco apparut à nouveau à mes côtés, la voix tendue par le stress. Ils sont prêts à commander. Mon pouls s'accéléra. D'habitude, Marco ou l'un des serveurs seniors s'occupait de la table de Tiago. J'étais relégué dans la salle à manger générale, loin de la section VIP où la famille menait ses affaires. Mais ce soir-là, le restaurant étant exceptionnellement plein et 2 serveurs étant malades, je n'avais pas le choix. Je lissa une dernière fois mon tablier, pris une inspiration et traversai la salle à manger en direction de l'alcôve privée. La distance me semblait à la fois interminable et trop courte. Alors que je m'approchais, Tiago leva les yeux et pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. Ses yeux étaient sombres, presque noirs dans la pénombre, et totalement indéchiffrables. Ils ne reflétaient aucune reconnaissance, aucun signe que je le servais depuis des mois. Je n'étais qu'une serveuse interchangeable parmi d'autres, une femme invisible parmi d'autres. « Bonsoir », dis-je doucement en anglais, ma voix calme malgré les battements de mon cœur. « Puis-je prendre votre commande ?»« Comme d'habitude », répondit Tiago d'une voix grave qui me fit ressentir des choses que j'essayais désespérément d'ignorer. Il ne me regarda pas en parlant, son attention déjà revenue sur ses compagnons. Et apportait une autre bouteille de Beau. J'acquiesçais, prenant des notes même si j'avais mémorisé sa commande habituelle depuis des mois. Ubo risotto à la mélanès et une simple insulatada pour commencer. Ses compagnons commandèrent rapidement, efficacement, et je me retirai dès que je le pus. Ma peau était brûlante, consciente de la proximité dans laquelle je m'étais trouvé, assez proche pour sentir son eau de Cologne, pour voir l'ombre légère de sa barbe naissante le long de sa mâchoire, pour remarquer la façon dont ses mains bougeaient lorsqu'il parlait. De retour dans la cuisine, je m'appuyais contre le mur carrelé frais, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. C'était pathétique. J'étais pathétique. Je me languissais d'un homme qui ne savait pas que j'existais, qui ne saurait jamais que j'existais. Les hommes comme Tiago Ferrante épousaient des femmes de leur milieu, des filles d'autres familles, des alliances forgées par le sang et le pouvoir, pas des garcinets orphelins qui leur servèrent leur repas. Talia, commande prête. La voix du chef cuisinier a interrompu mes pensées. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de mouvements et d'efficacité acquises à force de pratique. Je servis la table de Tiago 2 fois de plus, apportant les plats et débarrassant les assiettes, gardant toujours les yeux baissés, maintenant toujours la barrière invisible entre le serveur et le client. Il ne me regarda jamais, pas une seule fois. Il était 23 heures lorsque Marco m'attira à l'écart, le visage pâle d'inquiétude. « Le père de M. Ferrante arrive demain, dit-il à voix basse, de Sicile, l'aube elle-même. » Un frisson me parcourut l'échine. Tout le monde connaissait Tommaso Ferrante, le patriarche qui régnait toujours sur la famille depuis son bastion dans les montagnes siciliennes. L'homme qu'on appelait Oadrinu, dont la parole faisait loi, dont le mécontentement signifiait la mort. « Pourquoi me dis-tu cela ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse à la peur dans les yeux de Marco. « Parce qu'il dînera ici demain soir dans la salle privée. Et il est... » Marco a dégluti. Il est très pointilleux sur le service, très pointilleux sur le respect. Un seul faux pas, un seul signe d'insulte perçu. Et il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Je comprends, » dis-je doucement. « Bien. Assure-toi de bien comprendre. » Il commença à s'éloigner puis s'arrêta. « Antelia, ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Ne le regarde pas directement. Ne fais rien qui puisse attirer l'attention. Avec des hommes comme Dawn, l'invisibilité est ta meilleure protection. Après mon service, je pris le métro pour rentrer dans mon petit appartement du Queens, l'esprit tourmenté par l'angoisse du lendemain. Le train brinque-ballait dans les tunnels,
et je fixais mon reflet dans la vitre sombre. 26 ans. Pas de famille. Pas d'avenir au-delà de servir des pâtes à des gens qui ne me considéraient que comme un élément du décor. C'était ma vie, et je m'en étais accommodé. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond taché d'humidité, je me suis permis une petite rébellion contre la réalité. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ce que ce serait si Tiago Ferrante me regardait vraiment, s'il me regardait vraiment, s'il voyait au-delà de l'uniforme et des yeux baissés, la femme qui se cachait derrière. C'était un fantasme, rien de plus. Demain, je servirai son père avec une efficacité invisible parfaite. Je ne dirai pas un mot, je n'attirerai pas l'attention. Je me fondrai dans le décor comme je l'avais toujours fait. Je ne pouvais pas savoir que demain, tout allait changer. Que les vieux mots siciliens que Nonna Rosa m'avait appris deviendraient la clé qui ouvrirait une porte que je n'avais jamais osé franchir. Que cette invisibilité, ma plus grande protection, volerait en éclats en un instant. Demain, Tommaso Ferrante arriverait, et plus rien ne serait jamais pareil. L'odeur de l'ail et du basilic frais flottait dans l'air du Restor Bellicera, se mêlant au parfum coûteux des clients qui pouvaient se permettre de dépenser plus en un seul repas que je ne gagnais en une semaine, mes pieds me faisant mal dans mes chaussures noires pratiques. Les semelles étaient usées à force d'innombrables allers-retours entre la cuisine et la salle à manger. Après 6 heures de travail, la brûlure familière s'était installée profondément dans mes mollets. J'ajustais mon uniforme noir tout simple, lissant le tablier blanc que Nonna Rosa avait insisté pour que tous ses serveurs portent, même si elle était partie depuis 2 ans, même si les nouveaux propriétaires avaient transformé Bellisa, un restaurant familial, en un endroit plus exclusif, plus dangereux, nous portions toujours ces tabliers. La seule chose qui restait d'elle. La table 7 a besoin d'être resservie en eau. Marco, le responsable de salle, m'a sifflé en passant. Ses yeux, perpétuellement anxieux depuis que la famille Ferrante avait racheté le restaurant, se sont tournés vers la alcôve privée. Ne les fais pas attendre. J'acquiesçais silencieusement. Dans ce monde, les serveurs étaient invisibles. Nous apparaissions quand on avait besoin de nous, disparaissions quand notre rôle était terminé, une compétence que j'avais perfectionnée au fil des ans. Le pichet en cristal me semblait lourd tandis que je traversais la salle à manger. Les mardis soirs étaient toujours chargés, mais ce soir-là, l'ambiance était différente. La tension était palpable, me donnant la chair de poule. Il y avait plus d'hommes en costume sombre que d'habitude, plus de regards vigilants scrutant la salle. Mon cœur savait pourquoi il était là. Tiago Ferrante occupait l'alcôve privée comme un roi sur son trône, sa présence imposante sans effort. Je pouvais voir son profil, sa mâchoire forte, ses cheveux noirs tirés en arrière, ses larges épaules qui remplissaient son costume anthracite d'une puissance élégante. Il discutait avec 2 hommes, l'air sérieux, une main posée sur la table. Je le servais depuis 8 mois. 8 mois à garder les yeux baissés, la voix professionnelle, les mains fermes même quand elles voulaient trembler. 8 mois à mémoriser comment il prenait son espresso, noir, sans sucre, et qu'il commandait toujours un Oo Bucco le jeudi. 8 mois à nourrir une attirance sans espoir pour un homme qui ne m'avait jamais vraiment regardé, car les hommes comme Tiago Ferrante ne regardaient pas les femmes comme moi. Nous vivions dans des univers différents qui se croisaient parfois lorsque je lui apportais son dîner ou que je remplissais son verre de vin. Il incarnait le pouvoir et le danger dans ses vêtements coûteux, héritier d'un empire bâti sur la peur et la loyauté. Et moi, je n'étais que Thalia, la garcinette discrète qui parlait trop peu et rêvait trop. Thalia. Le murmure pressant de Marco me ramena à la réalité. Bouge. Je m'approchai de la table 7 avec l'élégance que Nonna Rosa m'avait enseignée. Le couple de personnes âgées sourit lorsque je remplis leur verre, me remerciant dans un anglais fortement accentué. Des touristes attirés par la réputation de Bellicera, inconscients de la véritable nature des hommes, qui en étaient désormais propriétaires. Alors que je m'occupais de mes tables, un souvenir me serra la poitrine. Nonna Rosa m'avait trouvé à 16 ans. Fugueuse d'un foyer d'accueil,
sans famille, sans avenir, sans espoir. Elle m'avait donné un emploi comme plongeuse, m'avait appris l'italien, puis le sicilien, l'ancien dialecte de son village dans les montagnes. Elle m'avait nourri, vêtu, aimé comme la petite fille qu'elle n'avait jamais eue. Déloire. Elle disait souvent que le dialecte était la voix du cœur. Elle m'avait fait m'exercer pendant des heures, jusqu'à ce que je puisse parler l'ancien sicilien de son village d'enfance aussi couramment qu'elle. Son cadeau pour moi, cette langue qui me reliait à un endroit que je n'avais jamais vu, à des racines que je n'avais jamais eues. À sa mort, elle ne m'a rien laissé. Le restaurant avait été vendu pour payer les dettes, vendu à la famille Ferrante, qui étendait ainsi ses intérêts légitimes. Mais elle m'avait laissé quelque chose de plus précieux, une langue, une compétence et un endroit où j'avais ma place, aussi ténue soit-elle. Talia, la table de M. Ferrante. Marco est apparu à mes côtés. Ils sont prêts à commander. Mon pouls s'est accéléré. D'habitude, Marco ou les serveurs seniors s'occupèrent de la table de Tiago. Mais ce soir-là, le restaurant était plein et 2 serveurs étaient en malade. Je n'avais pas le choix. J'ai lissé mon tablier, pris une inspiration et traversé la salle vers la alcôve. La distance me semblait à la fois interminable et trop courte. Alors que je m'approchais, Tiago a levé les yeux. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Les siens étaient sombres, presque noirs, totalement indéchiffrables. Aucune reconnaissance, aucune mention des 8 mois passés à le servir. Juste une autre femme invisible. « Bonsoir », dis-je doucement en anglais. « Puis-je prendre votre commande ?»« Comme d'habitude », répondit Tiago d'une voix grave. Il ne me regardait pas, son attention déjà revenue sur ses compagnons. « Et une autre bouteille de Beau ?» J'acquiesçais, prenant des notes, même si je connaissais sa commande par cœur depuis des mois. Ossobuco Riotto à la manesse, pour commencer. Ses compagnons commandèrent rapidement, et je me retirai, la peau brûlante à l'idée de m'être trouvé si près de lui, assez près pour sentir son eau de Cologne, voir sa barbe naissante, remarquer le mouvement de ses mains lorsqu'il parlait. Dans la cuisine, je m'appuyais contre le carrelage frais, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. C'était pathétique, de se languir d'un homme qui ignorait mon existence et qui ne la connaîtrait jamais. Les hommes comme Tiago Ferrante épousèrent des femmes de leur milieu, les filles d'autres familles, des alliances forgées par le sang et le pouvoir, pas des garcinets orphelins. Talia, la commande est prête. La voix du chef cuisinier interrompit mes pensées. La soirée se déroula avec une efficacité bien rodée. Je servis la table de Tiago 2 fois de plus, gardant toujours les yeux baissés, maintenant toujours cette barrière invisible. Il ne me regarda jamais, pas une seule fois. 11. Marco me prit à part, le visage pâle. « Le père de M. Ferrante arrive demain », m'a-t-il dit à voix basse. De Sicile. L'aube en personne. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tout le monde connaissait Tommaso Ferrante, le patriarche qui dirigeait la famille depuis son bastion sicilien. L'homme qu'on appelait Oadrinu, dont la parole faisait loi, dont le mécontentement signifiait la mort. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je. « Parce qu'il dînera ici demain soir dans la alcôve privée, et qu'il est très pointilleux sur le service, très pointilleux sur le respect. Un seul faux pas, un seul signe d'insulte perçu. Et il ne termina pas. Je comprends. Bien. Et Talia, ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Ne le regarde pas directement. N'attire pas l'attention. Avec des hommes comme lui, l'invisibilité est ta meilleure protection. Après mon service, j'ai pris le métro pour rentrer dans mon petit appartement, l'esprit tourmenté par l'anxiété. Le train brinque-ballait dans les tunnels et je fixais mon reflet dans la vitre sombre. 26 ans, pas de famille, pas d'avenir, au-delà de servir des pâtes à des gens qui ne me considéraient que comme un meuble. C'était ma vie, et je m'en étais accommodé. Mais allongé dans mon lit, fixant le plafond taché d'eau, je me suis permis une petite rébellion. J'ai fermé les yeux et imaginé ce que ce serait si Tiago Ferrante me regardait vraiment. S'il me regardait vraiment, s'il voyait au-delà de l'uniforme la femme qui se cachait dessous.
Un fantasme, rien de plus. Demain, je servirai son père avec une efficacité invisible parfaite. Je ne dirai pas un mot, je n'attirerai pas l'attention, je me fondrai dans le décor comme je l'avais toujours fait. Je ne pouvais pas savoir que demain tout allait changer, que les vieux mots siciliens que Nonna Rosa m'avait appris deviendraient la clé qui ouvrirait une porte que je n'avais jamais osé franchir. Que mon invisibilité, ma plus grande protection, volerait en éclats en un instant. Demain, Tommaso Ferrante arriverait et plus rien ne serait jamais pareil. Suite narrative orchestrée avec tension et vulnérabilité des personnages. Le lendemain soir, Bella Sara s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La foule habituelle du mardi avait été entièrement remplacée par des hommes en costume sombre, au visage dur et vigilant. Toutes les tables de la salle à manger principale étaient occupées par des membres de l'organisation Ferrante, dont les conversations à voix basse créaient une tension palpable qui rendait l'atmosphère électrique. Marco avait été très nerveux toute la journée, aboyant des ordres au personnel avec une dureté inhabituelle, vérifiant et revérifiant chaque détail. La alcôve privée avait été préparée avec un soin méticuleux, avec des fleurs fraîches, le linge de table le plus raffiné, des verres en cristal qui scintillaient sous l'éclairage tamisé. Tout devait être parfait pour l'arrivée de l'aube. Je m'étais habillé avec un soin particulier, m'assurant que mon uniforme était impeccable, mes cheveux tirés en arrière en un chignon soigné, mes mains bien propres. Comme toujours, mon objectif était de passer inaperçu. Mais ce soir-là, cela me semblait plus crucial que jamais. Une seule erreur pouvait être dangereuse à des égards que je ne voulais même pas envisager. « Souviens-toi » me chuchota Marco pendant que je préparais la table de l'aube. « Garde les yeux baissés. Ne parle que si on t'adresse directement la parole. Et pour l'amour de Dieu, ne fais rien qui puisse attirer l'attention sur toi. »« Je comprends, » répondis-je doucement, en disposant les couverts avec un soin méticuleux. Vers 7h30, le restaurant fut plongé dans un silence plein d'attente. Je remplissais les verres d'eau dans la salle à manger principale lorsque je sentis l'atmosphère changer. Tous les hommes dans la pièce se redressèrent légèrement. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Il était arrivé. Tommaso Ferrante entra dans Bellisera comme une force de la nature. Il était plus petit que son fils, mesurant peut-être 1,75, mais sa présence remplissait l'espace d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa stature physique. Ses cheveux étaient d'un blanc argenté, coiffés en arrière, et son visage était profondément marqué, mais toujours beau, buriné par des décennies de soleil sicilien et le poids du commandement. Il portait un simple costume noir qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an, et ses yeux sombres, si semblables à ceux de Tiago, balayaient la salle avec le regard perçant d'un homme qui ne manquait rien. Tiago marchait à ses côtés, et pour la première fois depuis que je le connaissais, je voyais dans son attitude quelque chose qui s'apparentait à de la déférence. Il guida son père vers le coin privé, lui parlant en italien à voix basse, que je ne pouvais pas vraiment entendre depuis l'autre bout de la pièce. Derrière eux venait un entourage, des gardes du corps, des conseillers, des hommes dont je ne pouvais que deviner les rôles. Ils entrèrent dans le restaurant avec une précision militaire, certains prenant place à des tables voisines, d'autres se positionnant à des endroits stratégiques dans la salle. Marco se précipita pour les saluer, le visage pâle de respect nerveux. Je restais dans la salle à manger principale, servant les autres tables, observant de loin Tommaso s'installer dans la alcôve. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais sentir le poids de sa présence. La façon dont chaque personne dans le restaurant était profondément consciente de son existence. Talia. Marco apparut à mes côtés, me faisant sursauter. « Tu vas servir la table de Dawn. » Mon cœur se serra. Mais je pensais que Giovanni s'était fait porter malade. « Tu es la seule disponible qui parle correctement italien ?» Il me tenait le bras si fort que cela me faisait mal. « Fais exactement ce que je t'ai dit. Ni plus, ni moins. Capiche ?» J'ai acquiescé, la bouche sèche. Alors que je reprenais mes esprits et me préparais à m'approcher de la alcôve, j'ai croisé le regard de Tiago à l'autre bout de la salle. Pour la première fois en 8 mois, il me regardait vraiment. Il me regardait vraiment. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose dans son regard a fait battre mon cœur plus vite. Était-ce de l'inquiétude? Un avertissement?
Je ne saurais le dire. Je m'approchai de l'alcôve, les yeux respectueusement baissés, le menu à la main. Le chef était assis en bout de table, avec Tiago à sa droite, et 2 autres hommes que je ne reconnaissais pas à leur côté. L'atmosphère autour de la table était tendue, dangereuse. « Buonasera », dis-je doucement en italien, en gardant une voix neutre et professionnelle. « Bienvenue à Bellicera. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu ?» Tommaso répondit dans un sicilien rapide, pas dans l'italien standard que j'avais utilisé, mais dans l'ancien dialecte que Nonna Rosa m'avait enseigné, celui de son village dans les montagnes. « Sta bona a roba caiciu. » La nourriture est-elle bonne ici? Le poisson est-il frais? Mon cœur s'arrêta de battre. Il testait le personnel, pour voir si quelqu'un comprenait l'ancienne langue. Marco m'avait averti de ne parler que si on m'adressait la parole, mais c'était une question directe. Je devais répondre. La question était de savoir si je devais révéler que je comprenais ou feindre l'ignorance. Quelque chose en moi. Peut-être la voix de Nonna Rosa dans ma mémoire, peut-être simplement l'épuisement d'avoir fait semblant d'être invisible pendant si longtemps, a pris la décision à ma place. « Tuturis » ai-je répondu, dans le même dialecte, mon accent reprenant exactement l'intonation de sa région natale. « Tout est frais d'honorante. Le poisson arrive le matin, tout comme la viande. Mais si vous voulez le meilleur, le ragoût est préparé à l'ancienne, selon une recette ancestrale. » Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les têtes autour de la table se tournèrent vers moi. Les yeux de Tommaso, aussi perçants que des diamants noirs, se fixèrent sur moi avec une intensité qui me donna envie de reculer. Tiago était complètement immobile, l'air choqué. Tommaso demanda lentement, d'une voix dangereusement douce. « Où avez-vous appris ce dialecte ?» Je gardai les yeux baissés, le cœur battant à tout rompre. Rosa Catalano signifie « donna ». C'est Rosa Catalano qui me l'a appris. Don Ferrante. Elle était comme une grand-mère pour moi. Quelque chose changea dans le visage de Tommaso. Rosa de Corleone. Rosa Catalano de Corleone. Si, Don Ferrante. Don se pencha en arrière sur sa chaise, m'observant avec un intérêt renouvelé. Lorsqu'il reprit la parole, ce fut en italien, sans doute pour que les autres convives puissent comprendre. Rosa Catalano. Je connaissais sa famille. Des gens bien? Elle était propriétaire de ce restaurant. Oui, monsieur. Je répondis en italien, sentant le changement de sujet. Elle est décédée il y a 2 ans. Je travaillais pour elle depuis l'âge de 16 ans. Et elle vous a enseigné notre dialecte, le dialecte de Corléo. Ce n'était pas une question. Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle a dit « j'hésitais », puis continuait doucement. Elle a dit que le dialecte était la voix du cœur. Elle n'avait plus de famille en Sicile. Personne avec qui parler. Alors elle me l'a enseigné. Tommaso resta silencieux pendant un long moment. Puis il se tourna vers son fils. « Tiago, depuis combien de temps manges-tu ici ?»« 8 mois, père. » La voix de Tiago était soigneusement contrôlée, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous. De la surprise, peut-être. Ou une prise de conscience. « Et tu n'as jamais parlé de cette fille ? Cette fille qui parle la langue de notre pays, qui a été formée par Rosa Catalano elle-même ? » Les yeux de Tiago ont croisé les miens et j'y ai vu la vérité. Il ne m'avait jamais remarqué, pas une seule fois en 8 mois. J'étais invisible, comme je l'avais voulu. Je n'en avais pas conscience. Je n'en avais pas conscience. La voix de Tommaso trahissait une pointe de désapprobation. « Tu manges dans un restaurant où une jeune femme parle le dialecte de nos ancêtres avec un accent parfait et tu ne le remarques pas. » Il secoua la tête. « Ton grand-père aurait honte. » Puis l'attention de l'aube se reporta sur moi et son poids me donna envie de me fondre dans le sol. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?»« Talia Oliveira. »« Don Ferrante. »« Hola ?»« Portugais. » Mon père était portugais. Il est mort quand j'étais très jeune. Ma mère aussi. J'ai grandi dans une famille d'accueil jusqu'à ce que Nonna Roa me trouve. Quelque chose dans l'expression de Tommaso s'adoucit de manière presque imperceptible. Une orpheline.
comme l'étaient les membres de notre peuple lorsque nous sommes arrivés dans ce pays. Il hocha lentement la tête. Asseyez-vous à côté de Léo Olivivera. Je me figeai. Monsieur, asseyez-vous. Ce n'était pas une demande. Tiago tira rapidement une chaise et je m'y enfonçai, l'esprit en ébullition. Les serveurs ne s'asseyaient pas à table, surtout pas à la table du Dawn. C'était sans précédent, dangereux, complètement en dehors de l'ordre normal des choses. Tommaso se pencha en avant, ses yeux sombres scrutant mon visage. « Parlez-moi de Rosa. Dites-moi ce qu'elle vous a appris. » Et c'est ce que je fis. Pendant les 20 minutes qui suivirent, tandis que Tiago et les autres hommes restaient assis dans un silence stupéfait, j'ai parlé à l'aube de Nonna Rosa, de la façon dont elle m'avait trouvé en train de faire la vaisselle, m'avait appris à cuisiner, m'avait enseigné l'italien puis le vieux sicilien, de l'histoire qu'elle m'avait racontée sur Corléo, les montagnes et les traditions, d'un monde qui existait avant les voitures, les téléphones et les commodités modernes, de la façon dont elle m'avait fait pratiquer le dialecte jusqu'à ce que mon accent soit parfait et que je puisse le parler aussi naturellement qu'elle. Elle disait « Je termine doucement. Cette langue porte en elle la mémoire. Tant que quelqu'un parle les mots anciens, les anciennes coutumes ne meurent pas. » Tommaso resta silencieux pendant un long moment. Quand il prit enfin la parole, sa voix était chargée d'émotion. « Rosa Catalano t'a fait un immense cadeau, Talia Olivea. Le plus beau cadeau que l'un des nôtres puisse offrir. Notre langue, notre histoire, notre âme. » Il se tourna vers son fils. « Et toi, Figou, Mewu, tu as été aveugle. » Tiago serra les mâchoires. « Père, non ?» Tommaso leva la main. « Tu viens ici depuis 8 mois et tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais entendu. Ce n'est pas ainsi que je t'ai élevé. » La réprimande resta suspendue dans l'air. Puis Tommaso se leva, et je me levai rapidement aussi, ne sachant pas trop quel était le protocole. L'aube posa une main ridée sur mon épaule, un geste qui rendit tous les hommes du restaurant tendus. « Tu te joindras à nous pour le dîner, Tia, dit-il. Pas en tant que serveuse, mais en tant qu'invitée. Ce serait un honneur pour moi de partager un repas avec quelqu'un qui porte le souvenir de Rose, qui parle la langue de mon cœur. Don Ferrante, je ne peux pas. Je dois travailler. » Marco, la voix de l'aube résonna dans tout le restaurant. Le responsable de salle apparut instantanément, le visage pâle. « Cette jeune fille dîne avec moi ce soir. Trouvez quelqu'un d'autre pour s'occuper de ces tables. Bien sûr, Don Ferrante. » Tout de suite. Alors que Marco s'éloignait, je restai figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Tommaso retourna à sa place et me fit signe de m'asseoir également, de l'autre côté de la table. Tiago me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Et c'était peut-être le cas. Peut-être avais-je si bien réussi à me rendre invisible que je m'étais complètement effacé. Jusqu'à présent. Jusqu'à ce que quelques mots dans un dialecte ancien viennent tout bouleverser. L'aube se remit à parler, me posant des questions sur ma vie, mon travail, ce dont je me souvenais des histoires de Rose. Et tandis que je répondais, alors que la soirée se déroulait comme dans un rêve surréaliste, je sentais le poids du regard de Tiago sur moi, constant, intense, me voyant pour la première fois. Et je réalisais que mon invisibilité, ma plus grande protection, venait de m'être retirée. J'étais désormais visible, exposé, vulnérable. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Le repas qui suivit fut l'expérience la plus étrange de ma vie. Je m'assis à la table de l'aube, mangeant la nourriture que je servais habituellement, écoutant les conversations dans un mélange d'italien, de sicilien et d'anglais qui coulait comme de l'eau autour de moi. Tommaso me traitait avec un respect que je n'avais jamais connu de la part de quiconque dans ce monde, me demandant mon avis, riant de mes histoires sur Nonna Rosa, corrigeant mon dialecte avec la patience d'un professeur. Mais c'était l'attention de Tiago qui me brûlait la peau. Il touchait à peine son ossobuco. Ses yeux sombres restaient fixés sur moi tout au long du repas, avec une intensité qui me rendait la respiration difficile. Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans sa direction, il m'observait, m'étudiait, me regardait d'une manière à la fois excitante et terrifiante. « Tia » dit Tommaso en se calant dans sa chaise après le plat principal.
Dis-moi, qu'attends-tu de la vie? Quels sont tes rêves? La question me prit au dépourvu. Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Je ne sais pas, Don Ferrante. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Tout le monde a des rêves, m'interrompit-il gentiment, même si nous les avons enfouis. Alors dis-moi, si tu pouvais avoir tout ce que tu veux, que choisirais-tu? Je baissai les yeux vers mes mains jointes sur mes genoux. Que voulais-je? La sécurité, je suppose? Un endroit où je me sentirais chez moi, où je ne serais plus invisible, mais sans être trop exposé au danger? Des choses qui semblaient impossibles pour quelqu'un comme moi. Je veux ne plus avoir peur, finis-je par dire. Honnêtement, je veux me réveiller le matin sans m'inquiéter de payer mon loyer, de perdre mon emploi ou d'être seul. Je veux ne plus me sentir idiote. Continue, m'encouragea Tommaso. Je veux compter pour quelqu'un, être vu. Les mots sortirent à peine plus fort qu'un murmure. Je suis invisible depuis si longtemps que j'en oublie parfois que je suis réel. Le silence qui suivit était pesant. Lorsque j'osais lever les yeux, Tommaso me regardait avec une sorte de tristesse dans les yeux, tout comme Tiago. L'expression de Tiago avait changé. Elle était devenue indéchiffrable, intense et presque douloureuse. « Invisible », répéta doucement Tommaso. « Figou-mou, tu entends ça? Cette fille est à ton service depuis 8 mois, elle parle la langue de nos ancêtres, et elle est invisible à tes yeux. »« Père, » commença Tiago, mais l'aube leva la main. « Non, écoute. C'est important. » Il se tourna vers moi. « Tia, je vais te dire quelque chose. Dans notre monde, dans le monde où vit ma famille, il existe 2 types de personnes. Ceux qui exigent d'être vus, qui se battent pour attirer l'attention et le respect, et ceux qui sont si précieux qu'ils brillent d'une lumière intérieure que seuls les sages peuvent percevoir. Rosa Catalano était du second type, et je pense que vous l'êtes aussi. Je ne savais pas quoi répondre à cela. La comparaison avec Nonna Rosa me fit monter les larmes aux yeux. Mon fils était aveugle, a poursuivi Tommaso, mais maintenant, ses yeux sont ouverts. La question est, que fera-t-il de cette vue? Il s'est levé, et tout le monde à table s'est immédiatement levé aussi. Je suis fatigué, Tiago. Tu veilleras à ce que Tia rentre chez elle en toute sécurité. Nous en reparlerons demain. Bien sûr, père, a répondu Tiago. Alors que l'aube s'apprêtait à disparaître, il s'est arrêté à côté de ma chaise et a posé à nouveau une main sur mon épaule. Merci, Talia, d'avoir préservé la mémoire de Rose, d'avoir gardé notre langue dans ton cœur. Tu as fait un immense cadeau à un vieil homme ce soir. Puis, il se pencha et murmura en sicilien. Et si mon fils est aussi sage que je l'ai élevé, il verra ce que je vois, une femme de valeur qui vaut la peine. Protège ton cœur, mon enfant, mais n'aie pas peur de l'ouvrir si l'homme qui te convient se montre digne de toi. Puis il partit, suivi de son entourage, et je me retrouvai soudain seul avec Tiago et les 2 autres hommes à table. Le restaurant, qui avait retenu son souffle toute la soirée, reprit lentement le cours normal de ses conversations. « Marco, » dit Tiago, et le chef de salle apparut instantanément. « Tia a terminé pour ce soir. Que quelqu'un vienne chercher ses affaires. »« Mais monsieur, il me reste encore 3 heures de service. »« Pas ce soir. » La voix de Tiago était ferme. « Ce soir, tu pars avec moi. » La peur m'a envahi. Je ne pense pas que ce soit... Nous ne négocions pas. Son regard a croisé le mien. Et j'y ai vu quelque chose qui a fait taire ma protestation. Pas de la cruauté, mais de la détermination. Tu as entendu mon père? Je te ramène à la maison. Et sur le chemin, nous allons discuter. 20 minutes plus tard, je me suis retrouvé à l'arrière d'une Mercedes noire. Tiago était à côté de moi et l'un de ses hommes conduisait. Les sièges en cuir étaient moelleux, l'intérieur sentait l'eau de Cologne coûteuse, et je me sentais complètement déplacé dans mon uniforme de serveuse, avec mes chaussures usées et mon chignon pratique. « Où habites-tu » m'a demandé Tiago. Je lui ai donné mon adresse dans le Queens et il l'a transmise au chauffeur. Puis le silence s'est installé, lourd et plein d'attente.
J'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler, très consciente de sa présence à côté de moi. 8 mois, a-t-il fini par dire. Je mange au Bellicera depuis 8 mois, et je ne t'avais jamais remarqué. Tu n'étais pas censé me remarquer, ai-je répondu doucement. C'est le but. Les bons serveurs sont invisibles. Ce n'est pas une excuse. Sa voix était dure, empreinte d'une colère qui semblait dirigée contre lui-même. Je me suis rendu compte que je devais lui parler de moi. Pas de la version que vous avez montrée à mon père, mais de la vraie version. Pourquoi travaillez-vous comme serveur? Rosa avait clairement une haute opinion de vous. Pourquoi ne vous a-t-elle rien laissé quand elle est morte? La question a touché une vieille blessure. Elle avait des dettes, des factures médicales liées au cancer. Le restaurant a été vendu avant sa mort pour les payer. Ta famille l'a acheté? Je sais. J'ai approuvé l'achat. Il fit une pause. Ce que je ne savais pas, c'est que la petite fille adoptive de Rosa Catalano était comprise dans la vente. Je ne fais pas partie de la propriété, dis-je, un éclair de ma vieille rébellion remontant à la surface. Je ne suis qu'une employée. Vraiment, sa main bougea et soudain, ses doigts inclinèrent mon menton, me forçant à le regarder. Parce que la façon dont mon père vous a regardé ce soir, la façon dont il vous a parlé, ce n'est pas ainsi qu'il traite ses employés. C'est ainsi qu'il traite sa famille. Mon souffle s'est arrêté. De près, Tiago était encore plus bouleversant que de loin. Je pouvais voir la nuance exacte de ses yeux. Pas d'un noir pur comme je le pensais, mais d'un brun profond, avec des reflets ambrés. Je pouvais voir la légère cicatrice sur son sourcil gauche. Je pouvais sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. « Pourquoi t'en soucies-tu » murmurai-je. « Tu ne savais même pas que j'existais. Jusqu'à ce soir. Mais maintenant, je le sais. » Son pouce effleura ma mâchoire. Un contact si doux qu'il me fit frissonner. « Et maintenant que je t'ai vu, vraiment vu, je ne peux plus t'ignorer. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, au fait d'être invisible, au fait de vouloir compter pour quelqu'un. Tiago, je ne savais pas quoi dire. Comment gérer cette attention soudaine de la part d'un homme qui m'avait ignoré pendant 8 mois? Je ne suis pas doué avec les mots, a-t-il poursuivi. Je ne suis ni romantique ni poétique. Je suis un instrument brutal, vêtu de vêtements coûteux. Mais je vais être honnête avec toi, Talia. Mon père voit quelque chose en toi. Quelque chose de précieux, et il ne se trompe jamais sur les gens. Qu'est-ce que cela signifie? Sa main s'est retirée de mon visage, mais ses yeux sont restés rivés sur les miens. Cela signifie que tu es désormais sous la protection de ma famille, que tu le veuilles ou non. Mon père t'a revendiqué ce soir, lorsqu'il a posé sa main sur ton épaule. Comprends-tu ce que cela signifie dans notre monde? J'ai secoué la tête, même si la peur commençait à me nouer l'estomac. Cela signifie que tu es à nous désormais. Tu fais partie de la famille. Tu es sous notre garde, notre responsabilité, notre protection. Personne ne te touchera. Personne ne te menacera. Tu ne manqueras de rien. Il fit une pause. Mais cela signifie aussi que tu ne peux pas simplement disparaître. Tu ne peux pas partir sans permission. Tu es lié à nous désormais. Je n'ai pas demandé cela, dis-je, paniqué. Je viens de parler sicilien. Je ne savais pas. Je sais que tu ne le savais pas. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Mon père n'accorde pas son estime à la légère. Quand il le fait, c'est pour toujours. Tiago se pencha vers moi. Nous devons maintenant décider quoi faire de toi. Je ne veux pas être un problème à résoudre, dis-je d'une voix tremblante. Je veux juste vivre ma vie. Ta vie a changé ce soir, Talia. À l'instant où tu as ouvert la bouche et parlé la langue de notre patrie. Tu ne peux plus redevenir invisible. Plus maintenant. Son expression s'adoucit légèrement. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La protection n'est pas une prison. C'est la sécurité, la sûreté, tout ce que tu disais vouloir.
À quel prix ? C'est ce dont nous allons discuter, dit-il calmement. La voiture s'arrêta devant mon immeuble, un bâtiment de 5 étages sans ascenseur, situé dans un quartier qui s'efforçait de ne pas basculer dans la dangerosité. Tiago le regarda avec un dégoût non dissimulé. « Tu vis ici ? » ?»« C'est tout ce que je peux me permettre, dis-je sur la défensive. « Plus maintenant. » Il sortit son téléphone. « Fais tes valises. Tu ne passeras pas une nuit de plus ici. »« Pardon ? Mon père t'a placé sous notre protection. Cet endroit n'est pas sûr. Tu resteras dans l'une de nos propriétés jusqu'à ce que nous trouvions une solution à long terme. Tu ne peux pas simplement... Je ne veux pas... Je cherchais mes mots, submergé par l'émotion. Je ne veux pas être votre propriété, Tiago. J'ai travaillé trop dur pour gagner mon indépendance. Ses yeux ont croisé les miens, et pour la première fois, j'y ai vu une certaine vulnérabilité, quelque chose de presque humain sous son pouvoir calculé. Je n'essaie pas de vous posséder, Léa. J'essaie de vous protéger. Il y a une différence. Vraiment ? Oui, a-t-il répondu fermement. Et je passerai tout le temps nécessaire à vous le prouver. Je refusais de faire mes valises ce soir-là. Malgré l'insistance de Tiago, malgré le chauffeur qui attendait dehors, malgré toutes les raisons logiques d'accepter la protection qui m'était offerte, je restais campé sur mes positions dans mon petit appartement et lui dis non. « C'est ma maison, dis-je en montrant du doigt l'espace exigu avec ses meubles d'occasion et son plafond taché par l'eau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. J'ai travaillé pendant 3 ans pour garder cet endroit. Je ne vais pas y renoncer parce que votre père a décidé que je méritais d'être protégé. » Tiago se tenait dans l'embrasure de ma porte. Il refusait de me laisser seul. Sa grande silhouette rendait mon petit appartement encore plus petit. Vous êtes têtu. Je suis indépendante. Il y a une différence. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Du respect peut-être, ou de la frustration. Très bien, mais je vais poster des hommes devant la porte. Une sécurité 24 heures sur 24. Ce n'est pas négociable. Pourquoi ? Ai-je demandé. Qui pourrait bien vouloir me faire du mal ? Je ne suis personne. Tu as cessé d'être personne au moment où mon père t'a revendiqué devant tous les hommes d'affaires de cette ville. Sa voix était dure. Comprends-tu ce qui s'est passé ce soir, Talia ? Vraiment ? Je m'effondrai sur mon canapé usé, soudainement épuisé. Non. Expliquez-moi. Il s'assit à côté de moi, suffisamment près pour que je puisse sentir son parfum, sentir sa chaleur. Dans notre monde, il existe des règles, tacites mais absolues. Quand un Dawn pose sa main sur l'épaule de quelqu'un comme mon père l'a fait avec vous, c'est un signe de faveur de la famille. Cela signifie que vous êtes sous la protection déférente, ce qui vous rend précieuse, et les choses précieuses attirent l'attention. Quel genre d'attention ? Le genre dangereux. Il passa une main dans ses cheveux noirs, un geste qui le rendit soudain plus humain, moins intouchable. Nous avons des ennemis, des familles qui adoreraient s'en prendre à mon père à travers quelqu'un à qui il a montré sa faveur. Surtout quelqu'un qui n'est pas né dans cette vie, qui ne sait pas comment se protéger. La peur m'en serra l'estomac. Donc, je suis un appât maintenant. Non, tu es protégé. Mais seulement si tu nous laisses te protéger. Sa main trouva la mienne, et son contact envoya une décharge électrique dans mon bras. S'il te plaît, Tia, ne te bats pas contre moi sur ce point. Laisse-moi te protéger. La sincérité dans sa voix m'a prise au dépourvu. Ce n'était pas l'homme froid et distant qui m'avait ignoré pendant 8 mois. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'inquiété, presque désespéré. « D'accord, ai-je finalement dit. La sécurité est dehors, mais je reste ici. C'est ma ligne de conduite. » Il a acquiescé lentement pour l'instant. Mais nous reviendrons sur cette conversation. Après son départ, il a posté 2 hommes dans une voiture de l'autre côté de la rue. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond en me demandant dans quoi je m'étais embarqué. Mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Demani 10h, Bella Sara. Nous discutons de ton avenir. TF,
J'ai fixé le message, le cœur battant. Demain, 10 heures du matin. Le restaurant serait fermé, vide. Juste moi et la famille Fonte, discutant de mon avenir comme si j'étais une acquisition commerciale à négocier. Je dormis par intermittence, troublé par des rêves de Nonna Rosa parlant en sicilien, de la main de Tommaso sur mon épaule, des yeux sombres de Tiago qui me voyait enfin. Le lendemain matin, je m'habillai avec soin, enfilant la seule jolie robe que je possédais. Une simple robe fourreau bleu marine que j'avais achetée dans une friperie il y a 2 ans. Mes mains tremblaient, tandis que je me maquillais légèrement et que je ramassais mes cheveux en un chignon soigné. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Hier, j'étais invisible. Aujourd'hui, j'étais quoi? Protégé, revendiqué, piégé. Les gardes du corps m'ont conduite à Bellicera. L'intérieur du restaurant était sombre, à l'exception de la alcôve privée où les lumières brillaient. Je pouvais voir des silhouettes bouger, entendre des voix basses parler en italien. Marco m'attendait à la porte, le visage grave. « Mademoiselle Olivea, ils vous attendent. »« Marco, que se passe-t-il ? Ai-je des ennuis ?» Il m'a regardé avec une sorte de pitié. « Non, pas d'ennui. Mais votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Faites attention à ce que vous acceptez là-dedans. » Mon estomac s'est noué, tandis que je marchais vers la alcôve. Tommaso était assis en bout de table. Tiago à sa droite, mais il y avait d'autres personnes. Et d'autres. 3 hommes que je ne reconnaissais pas, tous vêtus de costumes coûteux, tous me regardant d'un œil calculateur. Talia, Bonamattina, Tommaso m'ont accueilli chaleureusement. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Je me suis assise, me sentant comme une proie entourée de prédateurs. « Don Ferrante, voici mes associés. » Il a fait un geste vers les autres hommes. « Salvatore, Antonio et Marco. » Pas ton Marco, mais Marco Lombardi, mon conseiller. Ils sont ici parce que ce dont nous avons discuté aujourd'hui concerne toute la famille. J'ai regardé Tiago, mais son expression était indéchiffrable. Il s'était refermé sur lui-même, comme il l'avait fait pendant 8 mois. Talia Tommaso a commencé. « Hier soir, je vous ai dit que vous étiez sous notre protection, mais je ne vous ai pas expliqué clairement ce que cela signifie, ni ce que cela implique. » « Implique » Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. La protection n'est pas gratuite, mon enfant. Elle ne peut pas l'être. Dans notre monde, tout a un prix, un équilibre. Nous t'offrons la sécurité, la sûreté, une vie sans peur. En échange, nous te demandons ta loyauté. En échange de quoi ? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quel genre de service ? Rien de terrible, m'a-t-il rapidement assuré. Rien qui compromettrait ta moralité, mais tu as des compétences dont nous avons besoin. Tu parles sicilien avec un accent parfait. Tu comprends notre culture. Et surtout, tu es inconnu. Tu n'as aucun lien avec aucune famille. Cela te rend précieux. Précieux comment ? Antonio, l'un des associés, s'est penché en avant. Il y a des situations où nous avons besoin de quelqu'un qui puisse naviguer entre les 2 mondes. Quelqu'un qui puisse parler aux anciennes relations du pays, mais qui puisse opérer dans la sphère américaine. Quelqu'un qui semble innocent, mais qui comprend nos méthodes. « Vous voulez que je sois traducteur ?» ai-je demandé, perplexe. « Plus que ça, » répondit Marco Lombardi, « un intermédiaire, un pont. Lorsque des situations délicates nécessitent quelqu'un qui possède des connaissances culturelles, mais sans liens familiaux évidents, tu rempliras cette fonction. » Je regardai à nouveau Tiago. Cette fois, il croisa mon regard, et j'y vis quelque chose. Un avertissement peut-être, ou du regret. « Et si je refuse ?» demandai-je doucement. La température dans la pièce baissa. L'expression de Tommaso ne changea pas, mais quelque chose bougea. « Tu ne peux pas refuser ce qui a déjà été donné à Léa. Je t'ai revendiqué. Cette revendication est permanente. La question n'est pas de savoir si tu vas servir,
Mais avec quelle volonté? Donc, je suis prisonnier. Ta famille, corrigea Tommaso. La famille a des obligations, mais la famille a aussi des privilèges. Tu ne manqueras de rien. Ton loyer sera payé, ton avenir assuré. Tu auras accès à des ressources dont tu n'aurais jamais osé rêver. Tout ce que nous te demandons, c'est de répondre à nos appels. C'était une cage dorée, magnifiquement présentée. Je le voyais clairement maintenant. Cette protection n'était pas de l'altruisme, c'était du recrutement. Ils avaient retrouvé quelqu'un d'utile et m'attachaient à eux avant même que je comprenne ce à quoi j'acceptais de me lier. « À quelle fréquence m'appelleriez-vous » demandai-je, essayant de comprendre la portée de ce qu'on me demandait. « Rarement, » répondit Antonio. « Peut-être une fois par mois, peut-être moins. Mais lorsque nous le ferons, ce sera important, urgent, critique et dangereux. » Le silence me répondit. Finalement, Tommaso prit la parole. « Parfois, oui, mais vous serez toujours protégé. Vous aurez toujours du soutien. Nous ne vous mettrons jamais dans une situation sans renfort. » Je me levai brusquement, la chaise raclant le sol. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Nous n'avons pas le temps, » dit froidement Salvatore. « L'aube t'a offert un grand honneur. Tu l'acceptes. »« Ou quoi ?» demandai-je, trouvant un courage que je ne me connaissais pas. « Vous me tuerez. La petite orpheline qui parle ton dialecte. Comment cela serait-il perçu par tes relations dans le vieux pays qui te préoccupe tant ?» Tommaso rit. Il rit vraiment. « Ah, figli mia, tu as du caractère. Rosa t'a bien enseigné. Pas seulement la langue, mais aussi la force. » Il se leva, et tout le monde se leva immédiatement. « Tu as raison. Nous ne te forcerons pas. Mais comprends bien ceci. Ma protection reste la même, que tu servis activement ou non. Parce que j'ai donné ma parole, et ma parole est d'or. La question est de savoir si tu acceptes les privilèges qui accompagnent les obligations, ou si tu insistes pour lutter seul, pendant que nous te protégeons dans l'ombre. » Il s'approcha de moi, et je me forçai à ne pas reculer. « Tu as jusqu'à demain soir pour te décider. Tiago t'expliquera plus en détail ce qu'on attendra de toi. Mais sache ceci, Thalia Oliveira. Je vois en toi quelque chose de rare, de précieux. Ne le gaspille pas par orgueil. » Lorsque Don et ses associés furent partis, je me retrouvai seul avec Tiago. Il n'avait pas bougé de son siège, ses yeux sombres fixés sur moi avec une intensité qui me brûlait la peau. « Tu aurais dû accepter, » dit-il finalement. « Je n'aime pas être possédé. Personne n'essaie de te posséder. » Mais sa voix manquait de conviction. « N'est-ce pas ?» Je me suis approché de lui. La colère l'emportait sur la peur. « Ton père décide que je suis utile. Du coup, je fais partie de la famille. Je suis protégé. Mais je dois rendre service. Ce n'est pas une famille, Tiago. C'est un emploi, avec des clauses de résiliation très violentes. » Il se tenait debout, dominant de toute sa hauteur. « Tu ne comprends pas notre monde. Alors explique-moi. Fais-moi comprendre pourquoi je devrais renoncer à ma liberté pour que ta famille me protège contre des menaces que je n'avais pas avant que ton père ne pose la main sur mon épaule. Parce qu'il s'est arrêté, les mâchoires serrées. Parce que l'alternative est pire. Parce que maintenant que tu as été revendiqué, toutes les familles de cette ville sont au courant pour toi. Si nous retirons notre protection, si nous te laissons redevenir un inconnu, quelqu'un s'en prendra à toi juste pour contrarier mon père, pour prouver qu'il en est capable. Tu comprends ? Tu ne peux plus redevenir invisible. Le seul choix qui s'offre à toi, c'est de choisir qui te protège. Et je devrais choisir les personnes qui ont créé le problème au départ. Oui, ses mains agrippèrent mes épaules. Parce que nous sommes les plus forts. Parce que nous te protégerons vraiment. Parce qu'il s'est arrêté, quelque chose de brut traversant son visage. Parce que je ne laisserai rien t'arriver. Cette confession resta suspendue entre nous, chargée de sens. Je le fixais, voyant au-delà du pouvoir calculé quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait presque à une véritable inquiétude. « Pourquoi tu t'en soucies » murmurai-je. « Il y a 3 jours, tu ne savais même pas que j'existais. Mais maintenant, je le sais. » Ses mains quittèrent mes épaules pour encadrer mon visage.
Son contact était bouleversant de douceur. Et je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, à propos du fait d'être invisible, de vouloir compter. Eh bien, tu comptes maintenant, pour Léa, pour mon père, pour la famille. Sa voix baissa. Pour moi, je ne veux pas compter parce que je suis utile. Alors ne sois pas utile. Sois un membre de la famille. Une vraie famille. Laisse-nous prendre soin de toi. Pas à cause de ce que tu peux faire, mais à cause de qui tu es. Puis-je te faire confiance ? Il a hésité, et j'ai vu la guerre dans ses yeux. La bataille entre l'honnêteté et ce qui servirait les intérêts de sa famille. Finalement, il a choisi la vérité. Je ne sais pas, mais je veux que tu puisses le faire. Je veux prouver que cela peut être plus qu'une simple transaction. Je n'ai pas donné de réponse à Tohamasu ce jour-là, ni le lendemain. Pendant 3 jours, j'ai mené ma vie aussi normalement que possible, travaillant à Bellicera pendant que les hommes de Tiago m'observaient dans l'ombre. Mais tout avait changé. Les clients me regardaient différemment désormais. Marco me traitait avec un respect prudent, au lieu d'une autorité désinvolte. Même le personnel de cuisine semblait méfiant, comme si j'étais devenue dangereuse. Tiago venait au restaurant tous les soirs, non pas dans la alcôve privée, mais pour s'asseoir au bar où il pouvait me regarder travailler. C'était déconcertant de sentir ses yeux sombres suivre chacun de mes mouvements. Mais c'était aussi autre chose. Quelque chose qui faisait battre mon cœur et trembler mes mains lorsque je surprenais son regard. Le 4e jour, tout a mal tourné. Je terminais mon service, en train de compter les pourboires dans l'arrière-salle, lorsque Marco a fait irruption, le visage pâle de panique. « Talia, tu dois partir immédiatement par la cuisine. »« Quoi ? Pourquoi ? Il y a des hommes dehors, qui ne sont pas des nôtres. La famille Calibrassi. Ses mains tremblaient lorsqu'il m'a attrapé par le bras. Il te demande par ton nom. La peur m'a envahi. Les Calibrassi étaient l'un des rivaux des Ferranti. J'avais entendu ce nom chuchoter dans les coins, vu la tension lorsque certaines personnes entraient chez Bellicera. Pourquoi ferait-il cela ? Peu importe. Les hommes de Tiago sont devant, mais ces types sont entrés par la ruelle. Tu dois partir maintenant. Il m'a poussé vers la cuisine. Mais il était trop tard. 3 hommes en costume sombre bloquaient la sortie, le visage froid et professionnel. Derrière moi, j'ai entendu la porte de la salle à manger s'ouvrir. Et quand je me suis retourné, 2 autres hommes étaient là, coupant toute possibilité de fuite. Talia Olivivera. Le plus grand a parlé, avec un fort accent italien de Brooklyn. « Vous venez avec nous ? Elle est sous la protection des Ferranti, a dit Marco, la voix tremblante mais courageuse. Vous ne pouvez pas la toucher, n'est-ce pas ? L'homme sourit, et ce fut la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue. Vous voyez, c'est le problème avec la protection. Elle ne fonctionne que si le protecteur sait que vous êtes en danger. Et pour l'instant, nous sommes juste en train de discuter. N'est-ce pas, mademoiselle Oliva ? Je compris immédiatement. Si je criais, si je me débattais, ils feraient du mal à Marco. Peut-être pire. Ces hommes étaient revenus préparés, ils avaient soigneusement planifié leur coup. Ils avaient retrouvé une faille dans la sécurité, une fenêtre de vulnérabilité. « Que voulez-vous » demandai-je en essayant de garder une voix calme. « Juste parler de votre relation avec Tommaso Ferrante, des services que vous pourriez rendre à notre famille à la place. » Il s'approcha. « Vous voyez, nous avons entendu dire que la vieille Dawn s'intéressait particulièrement à vous. C'est inhabituel. Cela nous rend curieux de savoir pourquoi. Je ne suis qu'une serveuse. Une simple serveuse qui parle l'ancien dialecte. Qui s'assoit à la table de Dawn. Que Tiago Ferrante surveille comme si elle était en or. » Son regard me parcourut, m'évaluant. « Non, tu es plus que ça. Et nous voulons savoir quoi. » L'un des autres hommes m'attrapa le bras, me laissant des bleus. Continuons cette conversation dans un endroit plus privé. Lâchez-la.
La voix de Thiago a coupé la tension comme une lame. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et il n'était pas seul. 4 hommes l'entouraient, tous armés, tous prêts. Mais les hommes de Calibrasie ne m'ont pas lâché. Au contraire, celui qui me tenait le bras m'a tiré vers lui, et j'ai senti quelque chose de froid et de dur appuyé contre mes côtes. Un pistolet. « Ferrante, a dit calmement le chef. Cela ne vous concerne pas. Elle est sous la protection de ma famille. Cela me concerne donc. » La voix de Thiago était glaciale, mais je pouvais voir la fureur dans ses yeux, la peur. « Lâchez-la, et nous considérerons cela comme un malentendu. Continuez à la retenir, et vous déclencherez une guerre que votre famille ne peut pas gagner. » Une guerre ? L'homme rit. Pour une fille ? Je ne pense pas. Ton père s'adoucit avec l'âge, Thiago. Il recueille des orphelins, les fait asseoir à sa table comme s'ils étaient de sa famille. Cela le fait paraître faible. Cela fait paraître toute ta famille faible. Le jugement de mon père ne te regarde pas. Si, cela te regarde quand cela affecte l'équilibre des pouvoirs dans cette ville. Le pistolet appuya plus fort contre mes côtes. Voici ce qui va se passer. Nous allons sortir d'ici avec la fille. Nous allons avoir notre conversation, puis nous la ramènerons peut-être. Si nous sommes satisfaits, elle est exactement ce qu'elle semble être, une inconnue qui a eu de la chance. J'ai observé le visage de Thiago. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il pesait les options, mesurait les risques, et j'ai soudain compris avec une froide lucidité qu'il s'agissait d'un test, non pas pour moi, mais pour la famille Ferrante. Les Calibrasie testaient leur défense, voyaient jusqu'où ils pouvaient aller, ce qu'ils pouvaient se permettre, et j'étais l'outil qu'ils avaient choisi. « Thiago » dis-je doucement, et ses yeux se posèrent sur les miens. « Ça va. Je vais les accompagner. Je répondrai à leurs questions. Je n'ai rien à cacher. » Non. Son refus était catégorique. « Tu ne vas nulle part avec eux. Si je ne le fais pas, des gens vont souffrir. Marco, tes hommes, moi. » J'essayais de paraître plus calme que je ne l'étais. Laisse-moi partir. Laisse-moi prouver que je n'ai rien de spécial. Alors tout cela prendra fin. Tia, petite futée, interrompit le chef des Calibrasie. Tu vois, Thiago, elle comprend la réalité. Tu devrais peut-être l'écouter. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis l'expression de Thiago se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid et de mortel qui fit baisser la température de la pièce de 10 degrés Celsius. « Tu veux savoir ce qu'elle a de spécial ?» demanda-t-il calmement. « Je vais te le dire. Elle est à moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de sens. Pas à sa famille, ni à celle de son père. À moi. Si tu la touches, tu touches à ce qui m'appartient. Quand tu la menaces, tu menaces ce que je revendique, et je ne partage pas ce qui m'appartient. Il fit un pas en avant, et tous ces hommes imitèrent son mouvement. Voici donc ce qui va se passer à la place. Tu vas la laisser partir. Tu vas sortir d'ici, et tu vas dire à ton patron que s'il veut tester la détermination des Ferrante, il devrait essayer quelque chose qui n'implique pas la femme que je vais épouser. Mon cœur s'est arrêté. Mary ? Le choc a dû se lire sur mon visage, car le chef des Calibrasie a ri. Elle ne le sait même pas, n'est-ce pas ? Tu ne lui as pas demandé. Je n'ai pas besoin de lui demander. Les yeux de Thiago ne quittaient pas l'homme qui me tenait. Elle est déjà à moi. Elle l'est depuis que mon père a posé sa main sur son épaule. Depuis que j'ai réalisé ce que j'avais été trop aveugle pour voir pendant 8 mois. La question n'est pas de savoir si elle m'épousera. C'est de savoir si tu es assez stupide pour mourir pour elle. Le pistolet s'est appuyé plus fort contre mes côtes et j'ai haleté. Instantanément, toutes les armes dans la pièce ont été dégainées. Les hommes de Thiago ont visé les Calibrasie. Le Calibrasie riposta. Nous étions à 2 doigts d'un bain de sang. « Lâche-la » répéta Thiago, et sa voix trahissait une certitude absolue. « Ou je vous tuerai tous ici même, maintenant.
sans me soucier des conséquences. Tu déclencherais une guerre pour une fille. Je brûlerais toute cette ville pour elle. La sincérité dans sa voix était à la fois terrifiante et excitante. L'homme qui me tenait hésita, et je sentis son étreinte se relâcher légèrement. Il réfléchissait, se demandant si Tiago était sincère. Puis la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et Tommaso entra. Il semblait plus vieux qu'il y a quelques jours, le visage marqué par la fatigue, mais son regard était vif tandis qu'il observait la confrontation. « Messieurs, dit-il calmement, comme si nous n'étions pas à quelques secondes de la violence. »« C'est décevant, dit Don Ferrante et le chef des Calibrasi, mais Tommaso leva la main. « Non, vous ne parlez pas, vous écoutez. » Il traversa lentement la pièce, et tout le monde sembla retenir son souffle. « Vous entrez dans mon établissement. Vous menacez une femme sous ma protection. Vous sortez des armes en ma présence. Ce sont des insultes qui exigent du sang. Nous étions juste... » Je dis... « Écoutez. » L'ordre était doux, mais absolu. Tia Oliveira n'est pas seulement sous ma protection. Elle fait partie de ma famille. Pas par le sang, mais par choix, par valeur, par le fait qu'elle porte la voix de ma patrie dans son cœur. Quand vous la menacez, vous me menacez. Il s'arrêta devant l'homme qui me tenait, et je vis quelque chose briller dans les yeux du Calibrasi. La peur. Enfin, maintenant, vous allez la laisser partir. Tommaso a continué. Et vous allez transmettre un message à votre patron. Dites-lui que la famille Ferrante n'oublie pas les insultes. Dites-lui que s'il veut la guerre, il l'aura. Mais s'il veut la paix, il ne touchera plus jamais cette fille. Le pistolet s'est éloigné de mes côtes. La main a relâché mon bras. Je trébuchai en avant, et Tiago fut là instantanément. Ses bras me rattrapant, me serrant contre sa poitrine, je pouvais sentir son cœur battre à tout rompre, sentir la tension dans chacun de ses muscles. « Partez, dit Tommaso aux hommes du Calibrasi, avant que je change d'avis et que je vous laisse partir vivant. » Ils s'en allèrent, se dirigeant rapidement vers la sortie de la ruelle. Quand ils furent repartis, Dawn se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Tu es blessé, mon enfant ?»« Non, Don Ferrante, j'ai juste peur. »« Tu as raison d'avoir peur. Ce monde est dangereux. » Il regarda son fils. « Tiago, emmène-la dans un endroit sûr. Nous discuterons du reste demain. » Alors que Tiago me guidait vers la sortie principale, son bras protecteur autour de ma taille, je pris enfin la parole. « Tu étais sincère ? Ce que tu as dit là-dedans ? Chaque mot. Tu veux m'épouser ? » Il s'arrêta et me fit pivoter pour que je lui fasse face sur le trottoir devant Bélisera. Les gardes du corps formaient un périmètre discret, nous garantissant notre intimité. Oui, c'est la seule façon de vraiment te protéger. En tant que ma femme, tu seras intouchable. Personne n'osera. Ce n'est pas une raison pour se marier. Ce n'est pas la seule raison. Ses mains encadrèrent mon visage, et j'ai vu quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Je t'ai dit que je ne pouvais pas m'empêcher de te voir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à ce que tu as dit. Vouloir compter pour quelqu'un. Eh bien, tu comptes pour moi, Talia. Plus que je ne l'aurais imaginé. Plus que ce qui est probablement raisonnable. Tu me connais à peine. Alors laisse-moi te connaître comme il se doit. Laisse-moi te courtiser comme tu le mérites. Prouve-moi que c'est plus qu'une simple protection ou une stratégie. » Sa voix s'est adoucie. « Laisse-moi te montrer que quand je dis que tu es mienne, ce n'est pas une question de possession. C'est une question de dévouement. J'aurais dû dire non. J'aurais dû fuir cette situation dangereuse et impossible. Mais debout là, avec les mains douces de Tiago sur mon visage, et ses yeux me montrant un avenir que je n'avais jamais osé imaginer, je me suis surprise à dire tout autre chose. « D'accord, courtise-moi, prouve-le. » Son sourire était lent et dévastateur. « Je le ferai. Je te le promets, Tia Oliveira, je le ferai. » Fidèle à sa parole, Tiago me courtisa,
non pas avec l'efficacité calculée d'une transaction commerciale, mais avec une patience et une attention qui démantelèrent lentement tous les murs que j'avais érigés autour de mon cœur. Il se rendait au Bellicera tous les soirs, mais au lieu de m'observer depuis le bar, il attendait que mon service se termine et m'emmenait dîner, de vrais dîners, dans des restaurants calmes où nous pouvions discuter. Il m'a posé des questions sur mon enfance, mes rêves, les histoires que Nonarroa m'avait racontées. Il m'écoutait, vraiment, comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Il m'apportait des livres en italien et en sicilien, des volumes rares qu'il avait dû chercher longtemps. « Pour que tu n'oublies pas la langue », disait-il. Mais nous savions tous les deux que c'était plus que cela. C'était honorer le cadeau que Rosa m'avait fait. Reconnaissant sa valeur, il m'a fait découvrir son monde lentement, avec précaution. Les dîners en famille avec Tommaso, où l'aube me traitait avec une chaleur paternelle. Des réunions avec les autres familles, où j'ai appris à naviguer dans le réseau complexe des alliances et des obligations. Il ne m'a jamais caché le danger, mais il ne m'a jamais laissé sans protection non plus. Et quelque part, au cours de ces semaines, entre les repas partagés et les conversations tranquilles, et la façon dont il me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux, je suis tombée amoureuse de lui. Je m'en suis rendu compte un soir, 3 semaines après l'incident Calibressi. Nous étions dans son appartement. Il avait finalement réussi à me convaincre de quitter mon immeuble, même si j'avais insisté pour garder mon espace, et il m'avait donné un étage dans l'un de ses immeubles, avec sécurité, mais indépendance. Nous cuisinions ensemble ce qui était devenu notre routine. Il essayait des recettes italiennes tandis que je corrigeais sa technique. Nous rions tous les deux de ses échecs. « Tu es nul », lui disais-je lorsqu'il réussissait à brûler l'eau pour les pâtes. « Je n'ai pas l'habitude de faire les choses moi-même », avait-il admis, l'air si sincèrement déconcerté par la casserole fumante que je n'avais pas pu m'empêcher de rire. « Que manges-tu d'habitude ?»« Ce que prépare ma femme de ménage, ou des plats au restaurant. » Il avait sauvé la casserole en jetant l'eau. Je devrais probablement apprendre, cependant. Si je veux te convaincre de m'épouser, je devrais au moins être capable de te nourrir. Cette mention désinvolte du mariage avait fait bondir mon cœur. Nous n'en avions pas reparlé depuis cette nuit-là, mais cela planait entre nous comme une promesse. C'est ce que tu fais. Tu essaies de me convaincre ? Il posa la casserole et se tourna vers moi. Chaque jour, à chaque conversation, à chaque instant que nous passons ensemble. J'essaie de te prouver que je te vois, Tia. Pas ce que tu peux apporter à ma famille, pas ton utilité, mais toi. Et tu me vois ? Oui. Ses mains ont trouvé ma taille et m'ont attiré vers lui. Je vois une femme qui a été forte toute sa vie, parce qu'elle n'avait pas le choix, qui a appris à être invisible pour survivre, qui porte la voix de ma patrie dans son cœur, qui me fait rire, qui me met au défi, qui me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Tiago, je suis amoureuse de toi. Il a simplement dit « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous sommes encore en train d'apprendre à nous connaître. Mais c'est vrai. Je t'aime, Talia. Et je veux t'épouser. Pas pour te protéger, pas pour des raisons stratégiques, mais parce que je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. » Les mots que je retenais depuis si longtemps ont jailli. Je t'aime aussi. Son baiser était à la fois doux et fougueux, plein de promesses et de possessions, et quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a posé son front contre le mien. « Alors épouse-moi pour de vrai cette fois. Pas parce que mon père t'a réclamé ou parce que c'est stratégique. Épouse-moi parce que tu le veux. » « Oui, ai-je murmuré. Oui, je t'épouserai. » Tommaso a insisté pour que nous nous marions en Sicile. À Corleone, dit-il, dans l'église où mes grands-parents se sont mariés, là où Rosa aurait voulu te voir te marier. Les semaines précédant le mariage furent un véritable tourbillon. Tommaso prit en charge l'organisation avec la même efficacité dont il faisait preuve pour diriger son empire. Talia aurait le mariage qu'elle méritait. Il déclara que ce serait le mariage que Rosa lui aurait offert si elle avait vécu. On a pris mes mesures pour une robe. Pas n'importe quelle robe, mais une robe commandée à un créateur milanais. J'ai rencontré la famille élargie de Tiago, ses cousins, ses oncles et ses tantes, qui avaient
pris l'avion depuis la Sicile pour rencontrer l'Américaine qui avait capturé l'air de l'Aube. Ils m'ont accueilli avec une chaleur qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Cette famille instantanée que je n'aurais jamais pensé avoir. « Tu parles comme l'une des nôtres », m'a dit la grand-mère de Tiago en sicilien lorsque nous nous sommes rencontrés. « Rosa t'a bien enseigné. Elle serait fière. » La veille de notre départ pour la Sicile, Tommaso m'a appelé dans son bureau. Il était assis derrière un immense bureau, l'air d'un patriarche, mais son expression était douce lorsque je suis entré. « Assieds-toi, Figma. » Je me suis assise, les mains jointes sur mes genoux. « Don Ferrante Tommaso », m'a-t-il gentiment corrigé. « Tu es sur le point de devenir ma fille. Tu devrais m'appeler par mon nom. » Il a fait une pause, m'observant. « Es-tu heureuse, Talia ?»« Vraiment heureuse. Parce que si mon fils t'a mise sous pression, si ce mariage n'est pas ce que tu souhaites, c'est ce que je souhaite. » Je l'ai interrompu. Je l'aime. Je sais que tout est allé très vite. Je sais que c'est compliqué, mais c'est réel. Bien. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en velours. « Alors je veux que tu aies ceci. » À l'intérieur se trouvait une bague. Ce n'était pas la bague de fiançailles que Tiago m'avait offerte, mais quelque chose de plus ancien. Un simple anneau en or avec une inscription en sicilien. « C'était celle de Ross, dit Tommaso doucement. Son alliance. Elle me l'a laissée avant de mourir. Elle m'a fait promettre de la donner à quelqu'un qui en serait digne. Quelqu'un qui honorerait sa mémoire et transmettrait son cadeau. » Il croisa mon regard. « Cette personne, c'est toi. » Des larmes coulèrent sur mes joues. « Je ne peux pas. C'est trop. Tu peux et tu le feras. Rosa t'aimait, Tia. Elle voyait en toi ce que je vois. De la force, de la résilience, du cœur. Elle aurait voulu que tu aies ça. » Il contourna le bureau et me prit la main. « Tu m'as demandé une fois ce que tu pouvais donner à ma famille en échange de notre protection. Voilà. Pas un service ou une stratégie, mais ça. Garder notre langue vivante. L'enseigner à tes enfants. Veiller à ce que la voix de notre patrie ne meure pas dans ce nouveau monde. Je le ferai. Je le promets. Je le jure. Alors bienvenue dans la famille, ma fille. » Véritablement et complètement. Le mariage eut lieu sur une colline à Corléo, dans une petite église en pierre vieille de 300 ans. Le soleil d'octobre réchauffait mon visage tandis que je marchais dans l'allée au bras de Tommaso. Il avait insisté pour me conduire à l'autel. Il disait que c'était son droit, en tant que celui qui m'avait réclamé. L'église était bondée. Toute la famille Ferrante semblait être présente, ainsi que des représentants de toutes les familles alliées. Mais je les voyais à peine. Mes yeux étaient rivés sur Tiago, debout devant l'autel dans un costume noir, le visage plus ému que je ne l'avais jamais vu. Amour, fierté, émerveillement. Le prêtre a parlé en italien et en sicilien, bénissant notre union dans les deux langues. Au moment des vœux, Tiago m'a surprise en s'exprimant dans l'ancien dialecte. « Tu nuis », a-t-il dit, sa voix résonnant dans toute l'église. « Je te donne mon cœur. Tu nuas, tu newt. Je te donne ma force. Je te donne tout ce que je suis. » J'ai répondu de la même manière, ma voix ferme malgré mes larmes. Avitaoui aurait pris. « Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je suis à toi maintenant et pour toujours. » Quand il m'a embrassé, l'église a éclaté en applaudissements. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était le murmure qu'il a prononcé contre mes lèvres. « À moi. À toi ?» ai-je murmuré en retour. « Pour toujours. » La réception a eu lieu sur la place du village. Des tables étaient dressées sous des guirlandes lumineuses. La musique emplissait l'air. J'ai dansé avec Tiago, avec Tommaso, avec mes cousins, mes oncles et des inconnus qui m'ont accueilli à bras ouverts. Au coucher du soleil, qui peignait les montagnes siciliennes de nuances dorées et ambrées, Tiago m'a éloigné de la foule. Nous nous sommes tenus sur une terrasse surplombant la vallée, ses bras autour de moi par derrière. « Heureuse » m'a-t-il demandé. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis appuyé contre sa poitrine. J'ai passé tellement de temps à être invisible, pensant que c'était une sécurité. Mais être vu, être connu, être aimé,
C'est ce que je cherchais depuis toujours. Tu ne seras plus jamais invisible, il m'a promis. Ni à moi, ni à personne. Tu es Talia Ferrante maintenant. Ma femme. Mon cœur. La femme qui porte la voix de notre patrie. Je me suis retourné dans ses bras, levant les yeux vers lui. Quar, ai-je dit doucement, répétant les mots de Nonar Rosa. Le dialecte est la voix du cœur. Oui, a-t-il acquiescé. Et tu es la voix du mien. Depuis la place en contrebas, quelqu'un a appelé les mariés. La musique s'amplifia. Notre famille attendait. Mais pour cet instant, nous restâmes ensemble sur cette terrasse. Les montagnes de Sicile nous entouraient, le poids de l'appartenance s'installait dans mes os. J'avais été seul toute ma vie, invisible, inaperçu, sans importance. J'avais servi des repas à des gens qui ne me voyaient jamais. Je rêvais de rêves que je n'aurais jamais cru voir se réaliser. J'aimais de loin un homme qui ignorait mon existence. Mais cette femme avait désormais disparu. À sa place se tenait Talia Ferrante, épouse de l'héritier d'une famille puissante, fille d'une aube qui avait reconnu sa valeur, gardienne d'une langue ancienne et des traditions qu'elle véhiculait. Je n'étais plus invisible. J'étais chez moi. Et lorsque Thiago m'a pris la main et m'a ramené à la fête, auprès de la famille qui m'avait accueilli comme l'une des leurs, j'ai compris que Nonna Rosa m'avait donné bien plus que des mots. Elle m'avait donné la clé d'un monde que je n'avais jamais imaginé, un monde où j'avais ma place, où j'avais de l'importance, où j'étais aimé. Le dialecte avait été la voix de son cœur, et maintenant c'était aussi la mienne. « Tiamu », murmurai-je à Thiago, alors que nous rejoignions la fête. « Je t'aime, Tamu. »« Puru », répondit-il en m'enlaçant fermement par la taille. « Je t'aime aussi. » Aura se rit maintenant, et pour toujours. Pour toujours. C'était une promesse que nous tiendrions tous les deux, liés par l'amour, la langue et les liens indestructibles de la famille. J'avais trouvé ma place dans ce monde, non pas en restant invisible, mais en étant vu, en prononçant les mots qui relièrent le passé au présent, l'ancien monde au nouveau. Et en les prononçant, j'avais trouvé tout ce que j'avais toujours